conférence de presse du film Friday's Child. Merci d'accueillir à mes côtés l'équipe du film, à commencer par le producteur Christian Sosa, le réalisateur AJ Edwards et le comédien Frank Sheridan. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables et les mettre sur silencieux. Et je vous demanderai également de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner un micro, afin que vous puissiez poser vos questions. Thank you to turn off your mobile phones or put them in silent mode, and thank you to raise your hand if you have a question so that we can pass you the microphone. Is there a first question in the room? Y a-t-il une première question dans la salle? Oui, ici au premier rang. J'aurais voulu savoir quel a été l'élément déclencheur de votre motivation pour participer à ce projet, pour chacun d'entre vous dans votre propre rôle, bien sûr. Merci. This question is actually for the three of you, and this ladies would like to know what was the main thing, the main element that made you choose to work specifically on that movie. What made you choose to work on that as a producer, as a director, and as an actor? My first inspiration for the film was Dostoevsky's Crime and Punishment. This is a loose contemporary adaptation of it, but if you squint and look closely, some of the characters are there, personified. And also Dreiser's An American Tragedy, that novel, the man that wrote, it was previously adapted into A Place in the Sun, that George Stevens picture. But those literary works, plus this opening scenario of a young man aging out of foster care and drifting into a very difficult scenario, I thought that'd be a very unique and immediately engaging beginning. Not knowing, his life filled with uncertainty and rootlessness. So that was my interest. Oh, okay. Yeah, I've known AJ since I was 10 years old, and AJ sent me his script, and I read it, and I thought it was such an interesting thing to explore. I think the age that my character is, and the phase in his life when a boy is becoming a young man and entering the real world, and having to do adult things, and I think it just really shines a light on how important it is to have a great system that supports you and people around you that teach you how to be strong in the world. And unfortunately, I think this movie is the opposite end of that. But I thought that was really fascinating to me because I think it's an important message how we really need to be there for our children and showing them and making sure they're walking down the right path. And I think this movie is about a man who, unfortunately just has been misguided or has never been guided and has never had guidance. And I think there's so many people out there in the world that are like that either grow up without parents or grow up in a home that's is not balanced, and these are real issues, and I think bringing an awareness to these types of people and these issues was really important for us, and then it was also important for us to collaborate the three of us together. We've known each other for a long time. We're all from Texas, and this was something that was rooted in our culture and something that was important to us. So every day was we were all passionate, and we were just working our butts off trying to make the movie the best of what it could be and tell the story to its fullest potential. I just saw your shirt, by the way. Let's go. Christian, if you don't mind, I'm actually going to translate first the two answers, otherwise it's going to be too long, I think, and then I'll pass you the mic, right?
Alors la réponse donc de AJ était que son film, en fait, l'inspiration est venue du roman de Fyodor Dostoïevski, Crime et Châtiment, et c'était en tout cas pour lui le point de départ pour traiter cette histoire. C'est une espèce, on va dire, d'adaptation plus ou moins fidèle à l'œuvre de Dostoïevski, et également une adaptation qui vient d'un autre livre qui a été d'ailleurs adapté avec le film Place in the Sun. J'ai oublié le titre français. Ça, c'était, on va dire, les sources d'inspiration littéraire pour le film que vous avez pu voir. Mais en fait, ce qui l'a surtout inspiré, c'est tout simplement le fait de... Il s'intéresse depuis longtemps aux enfants, aux adolescents qui sortent des familles d'accueil. Il y a beaucoup de centres qui s'occupent de ce genre de choses, de ces personnes-là. Et c'est vrai qu'il voulait traiter de ce thème du fait que quand on quitte une famille d'accueil et qu'on se retrouve vraiment livré à soi-même, eh bien souvent on génère des gens perdus, on génère du crime, et c'est ça aussi qui l'intéressait. Il trouvait que le scénario était un scénario intéressant, que c'était un scénario, en tout cas, qui l'inspirait et qui, il l'espérait, allait inspirer d'autres personnes également pour en parler, pour réfléchir à tout ça. Et quelque part, il trouvait intéressant de faire voir avec ce scénario et donc avec ce film toute la partie incertaine de la vie, toutes les choses que l'on prend comme acquises parfois et qui en fait ne sont pas du tout. Et c'est encore une fois des thèmes sur lesquels Ty Sheridan ensuite a rebondi. Il nous dit, en ce qui le concerne, qu'il connaît le réalisateur depuis une dizaine d'années, depuis qu'il a 10 ans lui-même, ce qui fait d'ailleurs à peu près depuis une dizaine d'années, et qu'en fait un jour, donc ils se connaissent depuis longtemps, et un jour AJ lui a envoyé le script, le scénario, il l'a lu, et il s'est dit que c'était vraiment intéressant, parce que c'est un scénario qui parle, c'est un thème qu'on a déjà vu, mais c'est un thème qui lui parle, lui, en tout cas à lui particulièrement, ce thème donc du passage de l'adolescence à l'âge adulte avec toute cette métaphore, c'est-à-dire du passage entre guillemets d'un endroit relativement resserré, fermé avec des règles, les familles d'accueil, et tout à coup on est lâché dans la nature, dans tout ce qu'elle a de plus violent. C'est aussi ça qui lui en tout cas l'intéressait, c'est-à-dire le fait de se confronter tout à coup au monde réel, à la vraie vie, dans tout ce qu'elle a, encore une fois, de violent et de brutal. Et puis il voulait aussi jouer ce rôle pour montrer à quel point c'est important d'avoir un soutien familial, peu importe, mais à quel point c'est important d'avoir des gens qui vous montrent, entre guillemets, qui vous montrent le chemin à prendre. Et c'est d'autant plus important, alors quelque part c'est paradoxal, parce que justement dans le film, il n'y a pas, ça n'arrive pas, personne ne lui fait voir le bon chemin. C'est ça qui manque au personnage principal, c'est tout simplement à un moment donné de sa vie, quelqu'un qui lui dit voilà ce qu'il faut faire pour rester dans le droit chemin entre guillemets et avoir une vie correcte. Il ne l'a pas et du coup il est attiré vers une vie de crime et il pense que c'est ça le message principal, en tout cas que lui a voulu faire passer avec le film, c'est-à-dire d'être là pour les enfants, pour nos enfants, pour tous les enfants, d'être là pour leur faire voir ce qu'il faut faire et également pour leur faire voir ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, pour lui c'était ça qui l'a intéressé. Et il espère que le film apportera un éclairage sur ce problème qui est un vrai problème aux États-Unis et ailleurs, et que voilà. Et il voulait également préciser que les 3 personnes qui sont sur cette table, assises à cette table aujourd'hui, sont toutes 3 du Texas. Ce sont des Texans, fiers de l'être. Et quelque part, cette difficulté de vivre, cette difficulté pour trouver sa place, pour trouver son propre chemin et prendre les bonnes décisions, c'est un thème qui est très marqué, qui est très présent dans la culture du Texas. Donc pour eux, c'est vraiment une histoire qui les touche particulièrement. And now, I'm going to let Christian say a few words. Alrighty, thank you. As a producer, one of the most exciting things was to meet with AJ and the conception of the story, and to see him do the research and bring it alive, and to write the role of Richie Forteye, and over the years taking what he was creating and then to find a way to finance it and produce it to all the moving parts, and to in that time we ended up finding a company that just focused on social impact issues like foster care and aging out. So that was a really great way to bring the film to a start into production. But what was also equally exciting was some of the firsts that we had in the film, like filming at a Chinati Foundation in Marfa, Texas, and Baylor University, be able to capture things that haven't been ever on cinema or publicly shown. So
working with a director and a writer like AJ, like Ty Sheridan, that was very exciting to come in and see all the moving parts and figure out how do we bring it all together. Oui, Christian nous dit que pour lui, en tout cas en tant que producteur, travailler sur ce film a vraiment été une expérience très intéressante depuis le début parce que le simple fait pour lui d'avoir eu la possibilité de voir AJ travailler sur ce scénario, de le voir faire développer le scénario et l'apporter dans une direction qui est celle qu'on a pu voir aujourd'hui, c'était vraiment intéressant de discuter également avec Ty une fois qu'ils ont su que ce serait lui le comédien principal du film, de le voir s'approprier l'histoire et les personnages. C'était évidemment un formidable point de départ pour ensuite commencer à tout simplement en tant que producteur, à trouver l'argent, à trouver les finances pour pouvoir monter ce film qui est encore une fois, il répète exactement ce qu'ils ont dit auparavant, ce film qui est important parce qu'il attire l'attention du public, en tout cas c'est leur but, sur des issues de société, sur des problèmes de société qui ont un vrai impact sur la vie au Texas et aux États-Unis au sens large du terme. Donc c'est vraiment important, c'est comme ça qu'il a décidé de commencer la production du film, un film qui a été tourné dans pas mal d'endroits importants et iconiques du Texas, notamment la ville de Marfa au Texas, dans laquelle il y a une communauté de comédiens, de films, etc. Enfin, voilà, tout ça fait que c'est encore une fois le côté vraiment... le sujet sociétal du film a été pour lui clairement un point de départ très important et très, très intéressant pour lui en tant que producteur. Nous allons prendre une deuxième question. Alors je crois monsieur, ici. Bonjour. Ma question va à A.J. Edwards sur la question du montage. Il a été lui-même monteur de Terrence Malick. J'aimerais savoir si cette relation lui a permis sur ce film qu'il a écrit, qu'il a réalisé mais qu'il ne monte pas, si ça lui a permis d'obtenir cette confiance qui est nécessaire pour justement pour pouvoir concevoir ça et lâcher prise en fait à un autre monteur qui s'occupe de cette partie de la création cinématographique. Merci. This gentleman says, yeah, he has a question for you, AJ, about the editing of the movie. He knows that you have been actually editing movies for Terrence Malick, so you know the job, you know how to edit a movie, obviously. And but in this movie, well, you wrote it, you directed it, and many other things, but you didn't edit it. So how did you choose, because we know that you know how to edit, how did you choose to actually let go of this part of the movie and trust another editor to participate to the creation of the movie, because we all know that to edit a movie is really important into making a movie. So how did you choose to just trust another editor of the job? That's a great question. The editors of the film were Sam Butler and Christopher Branca, and I didn't really know them before the film too much, but became fast friends with them during production. Sam was already at work receiving dailies and organizing the project. What's important to me as an editor, and also when I'm leading a team of editors as a director, is not to finesse one thing to perfection, but rather to find a number of different avenues and be willing to experiment. And both of them were open to that. So I would always say, when we start, let's make 10 different cuts of this scene at first, rather than just finesse one. I would always say, don't Kubrick it by shooting or editing the same thing over and over again 100 times. Rather, give yourself options and shoot it more like a documentary with 100 different angles of one thing rather than one angle 100 times. So that's just one concept where we would start with in terms of variety and discovery and experimentation. But yeah, both of them are really brilliant, the editing team. Oui, AJ nous dit que les deux monteurs en fait qui ont travaillé sur le film sont Sam Butler et Christopher Branca, et qu'en fait, au départ, avant de faire le film, il ne les connaissait pas, il ne connaissait pas vraiment leur travail. Et donc il a pu finalement apprendre à les connaître, apprendre à les juger entre guillemets au moment où il a fait le film, au moment où il envoyait au fur et à mesure du tournage les différentes scènes afin qu'ils puissent commencer à travailler. Et ils ont décidé dès le départ, en tout cas c'était son point de vue en tant qu'ancien éditeur et en tant monteur et en tant que réalisateur, tout simplement il a décidé de partir du point de vue de se dire, au lieu de retravailler une séquence de la manière la plus précise, la plus fine possible,
il a décidé de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire au moment du tournage, de filmer le film de la manière presque comme si on était en train de filmer un documentaire, c'est-à-dire de laisser les personnages évoluer dans une scène, de tourner autour et d'avoir un maximum de points de vue différents, d'angles différents, un maximum de prises différentes de la même scène, afin d'avoir énormément de matériaux à disposition et de pouvoir faire en sorte d'avoir le plus d'options possibles. Et donc, les deux monteurs ont réussi presque pour chaque scène à faire voir un premier montage, un deuxième montage, un troisième montage, presque 10 montages de la même scène pour voir lequel fonctionne le mieux, quel est le point de vue pour le spectateur qui fonctionne le mieux pour comprendre ce qu'il a voulu faire passer dans telle ou telle scène. Et c'est cette richesse de plans qui a pu donner lieu à beaucoup d'expérimentations, ce que donc les monteurs ont fait avec talent, et il en est ravi. Alors, monsieur ici, premier rang, ensuite. Bonjour. Voilà, je voulais d'abord vous féliciter pour votre film. C'est un film qui est vrai, qui parle au spectateur et qui est finalement très peu moralisateur. Donc, et pour la performance de votre prestation, c'était vraiment très, très émouvant. Vous êtes tout en retenue, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup à l'écran pour véhiculer beaucoup d'émotions. Et voilà, vous êtes très charismatique. En fait, ma question, est-ce qu'on peut faire un lien entre le format majeur du film qui est le 4/3, avec, on a une impression d'être un peu écrasé, peut-être comme le personnage à l'écran l'est dans la vie, et quand il rencontre la jeune femme à la fin, peut-être que sa vie s'ouvre un peu, et le format devient 16/9. Est-ce qu'il y a un lien entre le format et l'avancée psychologique du personnage? Voilà, merci. First of all, this gentleman wishes to thank you and congratulate you on the movie, which was a true movie that really talks to the spectator and is not giving, you know, it's not moralizing or something. It's really true. So you were talking about the fact that it's close to a documentary, and actually that's what this gentleman felt. So congratulations on that. And also congratulations on Tide for your interpretation, which is really moving. You don't talk much, you don't do much, and still you really convey so much emotion and so many different emotions at the same time. So really good job. And the question is about the format of the movie. Actually, for most of the movie, the format is 4/3, and because of that, you feel like the characters are really like kind of crushed. You know, almost like they are in jail inside of themselves, thanks to the format that you use. And at the end of the movie, with this young woman, suddenly it's widescreen, and you feel much more like you start to breathe, kind of. So the question, which I think I know the answer, is did you choose that specifically, this format of the movie that expands towards the end of the story? I've always loved the 4:3 format, but never would have had the audacity to use it because of some of the complications it creates. And it was the cinematographer Jeff Bierman. That's a beautiful song. It was the cinematographer Jeff Bierman who called me up one night a couple of months before production and said, why don't we shoot 4:3, since many of the photographic inspirations behind the film were boxy, medium format, American photography, William Eggleston, Larry Sultan, Robert Adams, Stephen Shore. So he thought, why not make it a box, make it a portrait film, even though Waco in Central Texas is very wide. It feels like a very mid-century horizontal. You would think to shoot it in anamorphic. Filmically, a big inspiration. The first time I saw a picture that changed formats is Abel Gance's Napoleon from, I think it's 1926. But that picture changes aspect ratios, or King Vidor's The Crowd, I think, changes at times. So people have been changing aspect ratios since the beginning of cinema, and it's now just becoming easier and easier to do it and use it as a creative tool. So it's very exciting, but it's a great question. Thank you. En fait, le réalisateur nous dit qu'il a toujours eu envie de réaliser un film au format 4/3, mais qu'il n'avait jamais eu l'audace de le faire, parce que c'est vrai que c'est un format qui n'est pas évident à maîtriser. Il y a beaucoup pas de soucis, mais de soucis potentiels, en tout cas techniques, qui sont liés à l'utilisation d'un format aussi resserré. Donc voilà, il voulait pas trop y aller, quoi. Et finalement, en fait, c'est même pas lui qui a eu l'idée
de ce format-là pour le film, c'est le directeur de la photo. Sorry, I couldn't get the name. Jeff Bierman. Jeff Bierman. C'est Jeff Bierman, donc le directeur de la photographie, qui lui a proposé d'utiliser ce format pour le film. Et quelque part c'était une très bonne idée, parce que l'idée est venue de l'inspiration pour l'ambiance graphique du film, inspiration qui était des photographies américaines, de grands photographes américains, des photographes comme William Eggleston, comme Robert Adams, comme Stephen Shore. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment surtout Shore et Eggleston. Et donc leurs photos effectivement sont soit des photographies au format classique 35 mm, donc très proche du 4/3, soit même carrément moyen format, donc carré. Donc un format vraiment resserré. Ce qui n'était pas évident parce que le film a été tourné au Texas, et le Texas, eh bien, c'est un endroit qui est surtout connu pour ses paysages très larges. Il y a énormément de films qui ont été faits au Texas, de très très beaux films, et qui justement ont tiré parti de l'écran large, du format vraiment large, wide angle, etc., etc. Donc quelque part, c'était vraiment prendre un contre-pied à ce qu'on imagine en général des paysages et de ce qui se passe au Texas. Et effectivement, ça renforce cette idée d'enfermement. Et puis il nous dit, c'est pas une idée qui est nouvelle. La première fois, par exemple, qu'il a vu un film réalisé par un réalisateur qui a décidé tout à coup de changer de format dans le film pour donner une autre impression, un autre sentiment, c'est un film qui est de 1936, c'est le Napoléon d'Abel Gans, qui était sans doute le premier à utiliser ce genre de truc. Et voilà, pour lui, c'était vraiment réussir à utiliser ce changement de format comme un élément créatif, un élément en tout cas qui fait comprendre les choses de manière un peu moins linéaire, un peu moins parée. Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, monsieur là-bas. C'est à propos de l'utilisation de l'espace naturel. Est-ce que pour lui, cet espace, quand il part dans la nature, etc., c'est un moyen de montrer cet espace de liberté et cette espèce de quête d'un paradis qu'on va retrouver à la fin? This gentleman wishes to talk about space and your use of space and actually your use of nature as well. Was it for you, did you decide to show the nature, to show the white spaces of nature in Texas in a way, kind of a metaphor to talk about freedom, the quest for freedom, even if the main character doesn't even maybe understand it himself, but his quest for freedom and his quest for some kind of paradise that maybe he finds at the end of the movie? Yes, that's a perfect analysis of it, and I think you rightly said that it's Imogen Poots' character Joan that in a way creates the freedom that brings anamorphic, and suddenly it seems like opportunity and hope are ahead of him, a better way is about to happen, and things look bright, and then there's a turn for the worse when he discovers the truth. So the anamorphic in West Texas in the desert was just a way to try to express hope and breadth and a new way of seeing things, and then it all comes crashing down again. Oui, effectivement, il pense que votre analyse est très juste, et c'est effectivement le personnage féminin qui lui apporte cette idée d'un espoir qui est possible, d'un espoir qui est réalisable, d'une opportunité qui s'offre à lui d'ailleurs, et effectivement que sa vie qui jusque-là était assez sombre, elle ne va pas tarder à prendre un tournant pour le meilleur, que de meilleures choses ne vont pas tarder à lui arriver. Et effectivement, ce passage soudain à un format anamorphique, c'est-à-dire le format grand angle, le format 16/9, pour reprendre un terme un peu plus grand public, eh bien effectivement, c'est également cela que cela représente. Et il a d'ailleurs décidé d'aller filmer ces séquences-là, les séquences finales, dans l'ouest du Texas, qui sont, il y a un désert dans l'ouest du Texas qui est très cinématographique et qu'il avait voulu filmer, cette fois-ci justement passer à un angle le plus large possible pour pouvoir donner cette idée de liberté et d'espace et de possibilité pour un futur un peu meilleur. Madame ici.
merci pour le film. Un peu moins technique et plus psychologique. Je voulais vous demander si la détermination que vous pensez être inéluctable quand on sort de famille d'accueil mène à la violence, au meurtre. Et je voulais parler de l'autre personnage, le mauvais génie. Et moi, un doute a plané pendant un temps sur quelle était la responsabilité de cet acolyte, celui qui a la pulsion de mort, dans le terme assassinat. Parce qu'on peut penser que lui, qui se sent tout à fait coupable, a poussé cette propriétaire, l'a fait tomber, et finalement, peut-être, moi j'ai eu un doute sur lequel des deux, puisque l'autre le suit tout le temps et sait qu'elle est morte. Voilà, est-ce qu'il y a une détermination à 100% ou pas? Est-ce qu'à la suite de ce film, s'il y avait un procès, parce qu'on sait qu'il est en prison, mais j'espère qu'il y a un procès peut-être qui pourrait faire un autre film. Bien, je vais essayer de remettre les mots dans l'ordre. First of all, thank you for the movie. And actually, there are two questions. One clear, one a bit less. The first question is about, would you actually think, do you consider yourself that when you are coming out of a family foster center, from a foster house, would you say that violence is kind of unavoidable? I mean, do you think that this is one of the main things, you know? Do you think that when you are out of a foster care, you are kind of driven to violence almost automatically? Do you think there is something like that? Or it's easier to avoid? That's question number one. Question number two would be about the character, the other character, which was played brilliantly, by the way, as well. He's kind of the, let's say, the angel of death. You know, he's kind of giving the wrong ideas. He's kind of pushing the character played by Tai Sheridan in the wrong direction. You know, and do you think he's kind of responsible for the death of the landowner in the movie? I mean, he's pushing it. He's pushing her. Sorry, but do you think the other character is actually much more responsible than he looks like he is? What do you think about that? Actually, what do you think? What was your idea behind that? Thank you. I don't think that a propensity or an inclination toward violence is imminent when raised in such an environment and then aging out of foster care. I think it's definitely possible, and the statistics show that it's can happen, but it doesn't seem as dire that that's the only fate one faces when aging out. The statistics escape me right now exactly sitting up here, but certainly jail time is definitely in the cards for those that eschew education, employment, family resources, and so on at such a young age, having been parentless for so long, and that's a sad tragedy. As far as Caleb Landry Jones's character named Swim, I think he's a tempter and very much in the vein of the character Svidrigailov in the novel Crime and Punishment, who's a demonic character. No one writes demonic tempters better than Dostoevsky, but I don't think he's responsible. I think he's just more a kind of Mephistopheles or someone that puts poison in your ear, so to speak. En ce qui concerne les familles d'accueil, le réalisateur nous dit que la violence qui est la violence dans laquelle évoluent les jeunes adolescents qui sortent juste des familles d'accueil, bien sûr elle existe, bien sûr elle est possible. Et d'ailleurs, les statistiques nous prouvent qu'elle existe et qu'elle est possible. Bien sûr, cela arrive. Mais ce n'est pas, à son sens, ce n'est pas quelque chose d'inhérent. Déjà, pour commencer, ça n'arrive pas à chaque fois pour toutes les personnes qui sortent des familles d'accueil. Elles ne tombent pas toutes dans la violence, dans un monde de crime, mais c'est vrai que ça arrive. Est-ce que c'est inéluctable? Il ne sait pas, il espère que non en tout cas, mais il ne sait pas. Ça fait partie du paysage, ça fait partie
Ça fait partie des cartes qu'on vous distribue en main lorsque vous quittez ce genre d'endroit. Donc c'est une tragédie, hein, cela dit, c'est une tragédie, et le fait que tant de jeunes adolescents se retrouvent en prison aussi tôt dans leur vie, tout simplement du fait qu'ils n'ont pas eu de parents, ils n'ont pas eu de père, de mère pour leur expliquer quoi faire, ils n'ont pas eu ce genre de structure mentale, psychologique pour leur expliquer ce qu'il fallait faire, c'est une tragédie, c'est excessivement triste. C'est une vraie tragédie aujourd'hui aux États-Unis et ailleurs. Est-ce que c'est inéluctable? Il pense que non. Et pour répondre à la deuxième question, il pense que le personnage de Swing dans le film, c'est quelqu'un qui apporte la tentation. C'est quelqu'un qui donne envie de faire des choses qu'on n'aurait pas eu envie de faire soi-même. Donc quelque part, c'est un peu comme ce personnage maléfique qu'on retrouve dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, encore une fois. C'est quelqu'un qui vous susurre à l'oreille d'accomplir des actes qui vont forcément vous emmener, pas sur le droit chemin, mais sur d'autres chemins. Et c'est ça, c'est cette métaphore-là. Il est là pour emporter, pour essayer d'emporter au maximum le personnage vers un chemin qui n'est pas le sien. Et c'était la dernière question, et donc la dernière réponse de cette conférence de presse.